Ok. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je ne suis pas Étienne Pénissa, que je remplace donc un peu au pied levé. Alors, j'espère du coup que vous ne m'en voudrez pas des éventuelles coquilles qui peuvent subsister dans cette présentation. Donc, je vais vous présenter un travail qu'on a mené ensemble avec Marceline Baudier, qui a été dire le premier travail préalable avant le début véritablement de la mise en œuvre du groupe de travail qui a conduit la rénovation de la nomenclature. Donc j'organiserai mon propos en trois parties, quelques éléments introductifs pour vous expliquer le cadre et puis comment on a travaillé, et puis les deux points principaux qui ressortent de ce rapport relatifs à la variété des domaines et des usages de la nomenclature PCS et les défis d'une rénovation tels qu'ils étaient identifiés par les personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenus lors de cette mission sur les usages. Alors, en introduction, la première chose qu'il faut dire, c'est donc une mission qui nous a été confiée par Thomas Amossé en amont du groupe de travail du CNIS, qui donc était dans le cadre de ce groupe de travail rénovation de la PCS 2018-2019. L'objectif qui était fixé par le mandat du CNIS à ce groupe de travail proposait notamment, c'était l'un des enjeux de ce mandat, de dresser un état des lieux de la nomenclature et un bilan des attentes à son endroit, et c'est donc cette mission-là qui nous a été confiée. On ne partait pas tout à fait de rien, puisque la dernière rénovation de la PCS en 2003 avait aussi été précédée d'un rapport par l'inspection générale de l'INSEE, qui se situait au sein de l'institution, et là le choix avait été fait précisément de déporter ce rapport pour en faire moins un rapport d'évaluation et beaucoup plus un rapport lié aux usages, et notamment aux usages scientifiques. Donc ce rapport, c'est le rapport Néret-Faucheux, que vous pouvez trouver en ligne, qui est un rapport de 1999 qui évalue la pertinence de la PCS en vue de sa rénovation en 2003. Alors, la première chose, c'était de bien saisir la PCS dans son contexte, ce qui justifiait ce rapport au-delà du groupe de travail, qui, je pense, justifie toujours le fait qu'il soit intéressant de le présenter. Premièrement, des éléments liés évidemment aux transformations récentes du marché du travail, qui recouvrent entre autres la montée du travail indépendant, ou les transformations des frontières du salariat, ou encore l'essor de nouveaux métiers, ou le déclin de certains groupes professionnels, l'expansion d'autres, etc., qui mettent en question la façon dont la nomenclature est à même de représenter le marché du travail et plus généralement la structure sociale. Deuxième élément, les défis posés par la rénovation et l'élaboration de nomenclatures internationales telles que ESEG ou ISCO, et le poids grandissant des comparaisons internationales. J'insiste pas là-dessus parce qu'on aura des éléments cet après-midi pour discuter plus en détail. Troisième élément de contexte, la diffusion, la nécessité d'articuler la PCS avec les autres nomenclatures nationales, comme le ROM ou encore les FAP, les familles professionnelles, puisque pour nombre d'acteurs, notamment Pôle emploi, l'APEC, la DARES, le CEREC, l'AFPA, d'acteurs-là, la nomenclature des PCS doit continuer d'occuper une position centrale en étant une sorte de petit dénominateur commun, puisqu'elle arrime le social et le professionnel. Et c'était l'un des enjeux de voir de quelle manière est-ce que la PCS s'articulait aux autres façons de représenter les métiers et les professions. Autre élément, quatrième élément de contexte, les nouvelles technologies numériques qui autorisent de nouveaux types de collecte, les enquêtes en ligne notamment, et qui posent à une nouvelle échelle le problème du passage entre la récolte de libellés de métiers et de professions et leur intégration dans une nomenclature. Ces nouvelles technologies, elles impactent aussi les usages qui sont et qui peuvent être faits des données sociales, avec l'émergence par exemple du data journalisme, qui implique que les journalistes sont peut-être moins intéressés par des publications ponctuelles ou même conjoncturelles que par l'accès à des fichiers de données agrégés pour les transformer eux-mêmes sur le site des journaux. Voilà, donc l'ensemble de ces éléments justifiait de prendre le temps d'un état des lieux, de poser un certain nombre de réflexions en amont du groupe de travail en charge de la rénovation. Mais ces éléments méritaient selon nous d'être confrontés à une enquête de terrain approfondie auprès des producteurs et des utilisateurs de la nomenclature, ou plus largement des nomenclatures d'emploi et de profession. Il s'agissait donc de vérifier
la pertinence des perspectives qui étaient tracées pour le groupe de travail, en précisant et en donnant des compléments sur les constats posés au préalable et en les documentant de façon détaillée. L'objectif du rapport, donc, c'était d'établir un double état des lieux. Premièrement, un état des lieux des nomenclatures de professions, de métiers et d'emploi, et en particulier de la PCS, donc de l'usage de l'ensemble de ces nomenclatures. Et deuxième objectif, voir les usages de la PCS parmi l'ensemble des usages et des divers outils de représentation de la structure sociale. D'où le choix de privilégier les utilisateurs des nomenclatures de profession, et en particulier de la PCS, et d'interroger un spectre large d'utilisateurs dans plusieurs univers professionnels et institutionnels, pas exhaustif évidemment, mais on a essayé de sérier différents univers. Au final, 39 entretiens réalisés, je ne sais pas si vous voyez que c'est un peu petit, réalisés avec 58 personnes, qui se répartissent ainsi, donc 19 acteurs de la recherche académique, 16 acteurs de la statistique publique, 11 acteurs appartenant à des organismes publics et 11 acteurs du secteur privé, associatif ou syndical. On pourra y revenir. Il y a aussi eu une réunion qui conviait les organisations syndicales et patronales, à laquelle les organisations patronales n'ont pas répondu, et seules 2 organisations syndicales ont envoyé un texte. En fait. Alors on a eu très peu de refus, hein. On n'a pas eu de réponse des entreprises du numérique qui ont été contactées. Facebook, par exemple, avait été contacté et n'a pas répondu. Et on a eu beaucoup de refus de la part des économistes, sauf un qui a accepté de nous parler de ces usages de la PCS. Alors, le rapport en tant que tel, donc voilà, vous avez la référence, il est consultable sur le site du CNIS. Donc, je vous invite à aller le voir pour plus de détails par rapport à ce que je vais présenter maintenant. Alors, le premier élément, c'est donc d'insister sur la variété des domaines et des usages de la PCS. 2 enseignements principaux. Premièrement, la PCS constitue un langage commun pour une grande diversité d'usages, donc je vais revenir là-dessus. Et deuxièmement, ses apports à la connaissance, à la représentation et à l'action. On retrouve les 3 éléments des Rosières sur les nomenclatures en général. Donc ces apports à la connaissance, à la représentation et à l'action sur le monde social sont soulignés par tous nos interlocuteurs. Alors, ça ne vous surprendra sans doute pas, mais c'était important de le documenter. Alors, un langage commun. La première chose, c'est de souligner l'originalité et la singularité de la PCS qui, du niveau détaillé des professions jusqu'au niveau agrégé des groupes socioprofessionnels, propose et articule des niveaux de description à des niveaux de discours. Alors, pour préciser un peu, donc, au niveau fin des professions, on caractérise généralement des marchés du travail. Ce niveau fin, il permet aussi d'étudier les conditions de travail, de vie des mondes professionnels, avec par exemple du côté des acteurs de la statistique publique, ce niveau fin des PCS qui est un moyen de repérer dans une diversité de sources de données certaines professions ou certains métiers. Par exemple, un exemple parmi d'autres qui nous a été donné à la direction régionale de l'INSEE du Pays de la Loire, où on était allé enquêter, une étude récente à ce moment-là, donc de 2017 je crois, récente sur les travailleurs donc, du secteur de la logistique, n'avait pu être menée que grâce au croisement de la PCS à son niveau fin et de la nomenclature NAF donc sur les secteurs d'activité, puisque les métiers de la logistique n'étant pas précisément identifiables dans aucune de ces nomenclatures, le fait de disposer du recensement d'une part codé en PCS et des données sociales des entreprises, des DADS, à l'échelle locale, a permis de délimiter ce segment d'un marché du travail local. Cette logique de caractérisation fine des marchés du travail locaux est également cruciale pour saisir par exemple les rapports entre besoin de main-d'œuvre et offre d'emploi, ce que font par exemple les CARIFOREF, donc les institutions chargées donc, de la formation professionnelle en région. Donc on était allé voir les responsables du CARIFOREF des Pays de Loire qui nous expliquaient qu'ils étaient dans une logique de chaînage des données, c'est-à-dire de récupérer des données codées dans une certaine nomenclature pour les faire communiquer avec des données codées dans d'autres nomenclatures, et que ce chaînage-là passait par le niveau fin, qui était le plus petit dénominateur commun entre la nomenclature des PCS par exemple et une nomenclature comme les ROM ou les FAP pour d'autres types de données.
Le niveau fin est également utilisé par les chercheurs en sciences sociales afin d'étudier les conditions de vie et de travail de certaines fractions spécifiques du monde du travail. D'ailleurs, souvent, dans des travaux récents, couplés à des enquêtes ethnographiques, qui montrent d'ailleurs le caractère heuristique de l'articulation entre analyse statistique et ethnographie, comme dans le cas des travaux de Christelle Avril, par exemple, sur les aides à domicile, ou encore de Lise Bernard, qui nous en parlera cet après-midi, sur les agents immobiliers. En épidémiologie également, ce niveau fin est utilisé pour reconstituer par exemple des matrices emploi-exposition pour voir précisément à l'échelle des professions la question des risques professionnels. Par exemple. Le niveau intermédiaire des catégories socioprofessionnelles, donc le niveau CS, permet quant à lui plutôt des approches morphologiques par milieux sociaux ou territoires, ainsi que l'étude du rôle de l'origine sociale. Il est très fortement utilisé dans des analyses sociologiques sur les pratiques de consommation, sur les pratiques culturelles, la mobilité sociale, la stratification sociale également, ainsi que l'analyse des inégalités socio-spatiales. C'est aussi à ce niveau intermédiaire, mais j'y reviendrai tout à l'heure plus en détail, que l'on peut accéder aux groupes socioprofessionnels des retraités, ce qui est évidemment un enjeu très important, notamment dans les études sociologiques et sociogéographiques du vote, où évidemment, pas des informations sur les retraités, on perd quand même une bonne partie des gens qui votent. Au niveau agrégé des groupes socioprofessionnels, donc le niveau GS, là pour le coup, on a plutôt une appréhension synthétique de la structure sociale et de sa stratification, qui permet d'étudier par exemple les inégalités face à l'école, l'évolution des structures sociales par département, comme par exemple ce que fait Hervé Lebras, ou encore les inégalités et transferts de patrimoine, par exemple. Cet usage se diffuse aussi en épidémiologie également, comme une variable de contrôle de modèles explicatifs, ce que nous ont expliqué les épidémiologues qui travaillaient, ainsi qu'en économie, pour, par exemple, travailler sur les questions de segmentation de la main-d'œuvre. Bref, j'insiste pas plus là-dessus, pour en venir au deuxième aspect de ce langage commun, qui est de montrer finalement qu'il y a trois niveaux de finalité d'usage et de registre de pratique qui s'articulent dans la façon dont ces acteurs, ces utilisateurs utilisent la nomenclature. Premier registre, c'est la finalité de connaissance, qui est principalement le registre utilisé par les chercheurs et les statisticiens publics, qu'on peut distinguer de manière assez schématique entre un registre d'ordre topographique ou réaliste, c'est-à-dire qu'il s'agit de caractériser des configurations sociales locales, par exemple. Donc ça, c'est un usage qui est très fréquent, par exemple, dans la stat publique, avec des commandes politiques qui sont souvent à très court terme, avec, par exemple, c'est un exemple qui nous avait été donné, le préfet qui demande une étude sur les mobilités à tel endroit, parce qu'il y a un problème d'ordre public, et donc là, la DR de l'INSEE produit très rapidement une étude en utilisant la nomenclature des PCS. Second type d'usage, qu'on va qualifier plutôt de nominaliste là, où la nomenclature est considérée plutôt comme une grille d'analyse théorique, qui permet de combiner et de donner du sens à un ensemble d'observations pour croiser appartenance professionnelle et sociale des individus à d'autres caractéristiques sociales ou de pratiques. Là, la PCS étant plutôt utilisée, c'est le terme de l'expression de François Héran, comme un paquet de propriétés sociales, dont l'usage est particulièrement probant puisqu'il est lorsqu'il est croisé avec d'autres variables structurantes de l'espace social comme l'âge, le sexe, le diplôme ou encore le revenu. Deuxième finalité, deuxième registre de pratique, la finalité opérationnelle ou décisionnelle. Donc là, c'est par exemple des organismes publics qui répondent à une demande d'expertise, ou encore les entreprises de sondage comme Médiamétrie qui proposent des mesures d'audience à leur public, ou encore des banques et des assurances qui ont entretenu notamment, on a eu un entretien à la BNP Paribas qui utilise la nomenclature des PCS comme un instrument de scoring, l'un des éléments des scores, des modèles de scoring qui permettent de décider d'octroyer ou pas un crédit à des personnes. La PCS étant, d'après ces personnes qu'on avait rencontrées, un bon reflet de la stabilité professionnelle et du patrimoine détenu, et un bon prédicteur des capacités de remboursement et en fait des défauts de paiement éventuels des clients. Le registre de la représentation, troisième registre, finalité pédagogique et documentaire, il est celui plutôt des journalistes ou des enseignants,
plutôt l'usage de la nomenclature comme un outil de représentation des différences, des hiérarchies, des inégalités sociales. Donc j'insiste pas, c'est assez évident, mais c'était important pour nous de le documenter aussi. On a eu pas mal de récits en fait, de pratiques pédagogiques utilisant les PCS, à la fois dans le supérieur, mais aussi dans le secondaire. Des récits très intéressants, notamment des collègues du secondaire, qui expliquaient que la PCS, c'était parfois une première manière d'entrer dans un sujet pour objectiver des grandes tendances, pour couper court parfois à des discussions un peu vaseuses sur ce qu'il en est de la société, et aussi pour faire science, hein, une sorte d'usage de la statistique comme un outil d'objectivation qui fait sérieux et qui aussi emporte, enfin qui est une manière d'emporter la conviction des élèves par rapport aux éléments de réflexion sociologique qui sont proposés. J'enchaîne sur la variété des apports de la PCS. Je serai plus rapide puisque je pense que c'est des choses qu'on a un peu plus en tête. Premièrement, la PCS est évidemment articulée aux représentations ordinaires du monde social, donc ça on le sait depuis les travaux notamment de Desrosières et Thévenot, mais c'est quand même quelque chose qui a été rappelé à de très multiples reprises, avec une phrase qui revenait en fait systématiquement: la PCS ça fait sens pour les gens. Voilà. Ça nous a été dit de plein de manières différentes, parfois avec exactement la même phrase d'ailleurs, ça a été assez marquant, qui marque en tout cas la reconnaissance et l'appropriation de cette nomenclature au-delà des milieux experts. La profession, particulièrement, apparaît véritablement comme une manière commune de se positionner socialement et un support d'identification des personnes et de leur entourage, déclarer sa profession constituant un exercice relativement simple pour tout un chacun, ce qui en fait d'ailleurs une question assez facile à poser, avec des taux de réponse assez élevés, par rapport notamment à d'autres questions comme le revenu qui sont beaucoup plus compliquées pour soi. Mais également pour l'entourage, puisque demander par exemple à quelqu'un quelle était la profession de son père ou de sa mère à un certain âge amène des réponses relativement aisées, alors que demander quel est le niveau de diplôme par exemple, ça peut être beaucoup plus compliqué. Alors, par rapport à cela, cette appropriation de la nomenclature, elle ne se limite pas à la dimension centrale qu'occupe la profession, mais finalement l'approche réaliste qui sous-tend la nomenclature et le fait qu'elle soit diffusée depuis désormais plus de 60 ans en font une variable dont on identifie bien les principales modalités. Et en cela, son niveau le plus agrégé, donc le niveau des groupes socioprofessionnels, remplit au moins deux fonctions. Premièrement, une grille d'autopositionnement social, d'où la mobilisation fréquente dans des questionnaires auto-administrés en ligne, notamment par les instituts de sondage par exemple, qui proposent en fait le niveau GS comme un élément à cocher, quoi. Où est-ce que vous êtes dans la nomenclature. Alors ça pose évidemment des problèmes, ce type de manière de faire, mais c'est un usage assez routinier finalement en fait, de la nomenclature. Mais également, deuxième fonction, une grille de lecture et de compréhension de la société française et de ses clivages, qui, là encore, fait sens, participe d'une culture commune au-delà des sphères académiques. Autre élément des apports de la nomenclature est une brique de base pour la construction d'autres variables. Je n'insiste pas là-dessus, mais elle est présente dans toutes les données qui sont considérées comme fondamentales par les usagers, l'enquête emploi, l'enquête annuelle de recensement, les DADS, mais on pourrait rajouter aussi toutes les enquêtes ménages de l'INSEE, bien évidemment. Elle est aussi la brique de base des familles professionnelles de la DARES. C'est aussi à partir de la PCS que la nomenclature ISCO est codée en France. Mais également, c'est aussi la brique de base de nomenclature maison, comme les groupes et familles d'emploi des CARIFOREF, qui sont une nomenclature maison des CARIFOREF et qui communiquent avec d'autres nomenclatures via la PCS, que j'expliquais tout à l'heure, l'idée du chaînage des données tout à l'heure. Alors, je passe sur les apports des niveaux agrégés, puisque je vois que le temps file. On pourra y revenir. Voilà, il y a des apports différenciés, et notamment quelque chose qui nous a marqué, c'est le fait que la plupart des personnes avec qui on s'entretenait insistaient sur la catégorie sociale, le niveau CS, comme le niveau finalement le plus pertinent, qui permet des regroupements ad hoc, qui est disponible dans la plupart des enquêtes, alors pas toutes, et qui est sans doute celui où l'aspect subjectif et l'aspect réaliste coïncident le mieux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi un niveau où les
gens se reconnaissent en fait dans les catégories sociales telles qu'elles sont au niveau intermédiaire. Voilà. Dernier élément avant d'en venir au défi de la rénovation, quelque chose qui a été vraiment rappelé de très multiples reprises, l'enjeu de la stabilité temporelle, à la fois comme une ressource pour la recherche et la connaissance du monde social, et comme un impératif à garantir, puisque les niveaux agrégés et intermédiaires sont en fait un outil de description stable de la morphologie sociale française, depuis 1982 pour le niveau intermédiaire, depuis 1954 modulo un transcodage imparfait mais qu'on peut faire pour le niveau agrégé. Cette stabilité historique du codage rend possible des recodages en série longue, des comparaisons dans le temps, qui sont évidemment très importantes pour les historiens du XXe siècle, ou la seconde partie du XXe siècle par exemple, mais aussi pour des géographes qui veulent avoir une profondeur temporelle dans leurs études, et puis pour les sociologues également aussi, pour ne citer que ces trois domaines. Voilà. Alors du coup, tout le problème, et c'était d'ailleurs un petit élément d'inquiétude quand on allait voir des collègues soucieux de cette stabilité temporelle, qui nous posaient assez rapidement la question de savoir, mais est-ce que vous allez toucher au niveau GS, alors nous on ne touchait à rien, mais au niveau GS et au niveau CS, parce que précisément on veut pouvoir continuer à avoir une saisie historique des phénomènes, et donc si on rompt la série, eh bien ça peut poser éventuellement des problèmes. Donc l'enjeu de trouver le bon équilibre entre l'adéquation nécessaire de la nomenclature aux transformations de la structure sociale et professionnelle qui nécessite de la rénover, effectivement, et en même temps la nécessité de la continuité temporelle de l'outil. Alors j'en viens au défi de la rénovation de la PCS. En partant des usages et des apports reconnus de la PCS, les entretiens ont également consisté à faire ressortir les critiques éventuelles, les besoins, les demandes de modification, aussi bien sur le codage que sur les regroupements ou encore la documentation de la PCS. C'était l'un des items des entretiens qu'on menait avec nos interlocuteurs. On a ainsi identifié 4 défis qui renvoient à des enjeux liés aux transformations de la nomenclature, en lien avec des transformations de la société et aux transformations des pratiques de la recherche également. Ces 4 défis qui ressortent des entretiens confirment et précisent les perspectives qui étaient préalablement évoquées par le projet de rénovation. Et donc ils sont de 3 ordres. Renouveler les procédures de codage de la PCS, actualiser le niveau fin des professions, définir et certifier des agrégats et des regroupements pertinents, et enfin visibiliser, donner plus de visibilité, d'accessibilité, de compréhension et de diffusion à la nomenclature. Donc je vais, dans les quelques minutes qui me restent, développer rapidement ces 4 éléments qui vont en réalité être l'enjeu, on va dire, quand même d'une bonne partie de la journée. Donc voilà, je me permettrai d'être assez rapide néanmoins. Alors, d'abord, par rapport aux procédures de codage. Le premier élément qu'il faut avoir en tête, c'est que depuis le début des années 2000 et la dernière rénovation de la PCS, donc en 2003, il faut souligner le développement des nouvelles technologies du numérique dans la fabrication des enquêtes, qui a fait fortement évoluer ces outils d'enquête. Alors, ça se traduit d'abord par la diffusion des outils numériques à la quasi-totalité des concepteurs d'enquête pour assurer la passation des questionnaires, qu'il s'agisse de questionnaires par téléphone, en face à face, donc la saisie informatique des réponses. Et ça se traduit également par le poids pris par les enquêtes auto-administrées en ligne, à l'exception encore sans doute de la statistique publique, même si c'est aussi des choses qui se développent dans la statistique publique également. Ces outils numériques procurent de nombreuses ressources qui pourraient permettre sans doute un usage plus souple, moins coûteux et plus harmonisé du codage de la PCS, et on y reviendra parce que c'est l'un des enjeux de la rénovation dans les différentes enquêtes, mais évidemment ils impliquent aussi des difficultés et des enjeux de maîtrise technique à prendre en compte, en tout cas dont on souhaitait que le groupe de travail qui allait se mettre en œuvre les prenne en compte. Alors un exemple à l'INSEE qui illustre cette question des procédures de codage et des difficultés, c'est le travail réalisé par le pôle de Besançon de l'INSEE qui est chargé de la reprise du codage des PCS. Alors,
La reprise, donc, c'est le nombre, ce sont les libellés donc, de professions qui ne sont pas codés automatiquement par SICOR, qui est le logiciel qui code automatiquement la PCS. Et donc, quand il y a un échec, quand SICOR renvoie un échec, et bien à ce moment-là, le pôle de Besançon intervient pour aller voir précisément et essayer quand même de coder la profession. Le taux de reprise pour l'enquête emploi, qui occupe pour une bonne part l'activité du pôle de Besançon, le taux de reprise par exemple pour l'enquête emploi en continu, pour les libellés d'activité est de l'ordre de 40%. Donc il y a voilà, beaucoup d'erreurs en fait, enfin pas d'erreurs, mais en tout cas de non-attribution automatique pour les libellés d'activité. Alors que pour les professions, il est beaucoup plus faible, donc ça témoigne aussi de ce que je disais tout à l'heure, sur le caractère assez communément admis des professions comme un mode de déclaration, qui sont déclarées de façon assez aisée. Donc le taux de reprise pour les professions, il est de 3,7% pour l'enquête emploi. Cela étant, ce taux de reprise, il est différent selon le mode d'enquête, le type de profession déclarée et la catégorie sociale. Et les causes de ces reprises sont généralement la mauvaise qualité des informations saisies, concernant les variables annexes, les variables qui sont nécessaires pour coder la PCS, qui permettent par exemple d'identifier le secteur d'activité de l'établissement employeur, et évidemment le libellé de profession, il peut y avoir une mauvaise orthographe, un énoncé trop long, ce genre de choses. Autre cause, l'incohérence entre les variables déclarées, qui fait que SICOR ne parvient pas à coder, je sais pas, par exemple un ouvrier du bâtiment qui par ailleurs est déclaré comme indépendant, quelque chose qui ne marche pas, donc voilà. Et des métiers nouveaux qui ne sont pas reconnus par SICOR, parce qu'évidemment, j'en déclare des professions qui ne sont pas dans la liste, et donc du coup, ça ne marche pas. Ce taux de reprise, il a tout tendance à diminuer, disaient les personnes du pôle de Besançon, mais avec aussi une diminution de la variété et de la taille des libellés de professions recueillis. Autrement dit, la qualité de l'information est meilleure, mais l'information est moins riche que les déclarations spontanées des enquêtés, et ces déclarations donc, sont plus limitées à des libellés qui sont bien connus des enquêteurs. Ce qui peut d'ailleurs s'expliquer pour partie par le fait que les enquêteurs de l'INSEE sont évalués sur différents indicateurs de performance, dont un indicateur de reconnaissance des libellés dans SICOR, qui fait qu'ils ont sans doute intérêt en fait, à coder de façon à ce que SICOR reconnaisse bien le libellé, ce qui a tendance à appauvrir l'information d'origine qui est récoltée. Alors, par rapport à cela, il y a 4 enjeux qui ont été détaillés, qui émergent de cela. Premièrement, enrichir et actualiser la liste des libellés, j'insiste pas parce qu'on en parlait beaucoup tout à l'heure. Établir une liste fermée de libellés de profession en autocomplétion, c'est-à-dire avec un mécanisme, on en parlera aussi tout à l'heure, qui permet justement d'éviter peut-être ces biais liés à la récolte. Un codage plus économe en variables annexes, également, et une mise à jour ou une refonte de SICOR embarqué, donc qui est le logiciel qui est embarqué dans les ordinateurs des enquêteurs de l'INSEE. Je passe sur les instituts de sondage pour vous parler de l'actualisation du niveau des professions. En préambule, il faut signaler là que la plupart des acteurs rencontrés, et surtout ceux qui interviennent sur le marché du travail, se sont interrogés sur la prise en compte de la PCS, par la PCS, de la notion de compétence. Cette notion, elle est de plus en plus mobilisée, surtout par les acteurs publics qui interviennent dans les politiques d'emploi, comme Pôle emploi ou l'AFPA, par exemple. Acteurs qui analysent l'ajustement entre offre et demande d'emploi. Alors, la PCS, elle ne prend pas en compte les compétences, ce n'est pas une nomenclature de compétences, mais cela invite sans doute à préciser ce que recouvre la notion de profession, pour mieux préciser ce qu'elle permet de voir et d'expliquer. 2 exemples qui revenaient de façon très fréquente dans les entretiens, comme des illustrations de cette nécessité d'actualiser cette notion de profession et du coup la liste des professions. Ce sont les professions par exemple qui touchent au numérique, dans le privé mais aussi dans le public, ou encore les professions de l'environnement, de l'économie verte ou verdissante, les termes qui étaient utilisés. Je ne développe pas, mais vous voyez l'idée, avec là aussi l'idée, l'enjeu de maintenir la continuité des séries pour permettre des analyses temporelles. 2 ensembles de problèmes récurrents par rapport à cette question des professions. Revoir les principes de classement de certaines professions, par exemple dans la fonction publique, fallait-il conserver le grade comme principe de classement, questions qui ont été posées, ou encore pour les enseignants, fallait-il continuer à distinguer entre agrégés et certifiés, reclasser les professeurs des écoles, les professeurs des lycées professionnels parmi les cadres,
question qui est fréquemment posée, ou encore quelle place pour les zones grises de l'emploi, les emplois précaires en marge du travail déclaré, ou encore toutes les nouvelles formes d'indépendance en marge du salariat, qui sont à l'heure actuelle relativement mal saisies par la nomenclature. Sur l'agrégation et les regroupements, on posait la question systématique de savoir si les utilisateurs seraient intéressés par des regroupements alternatifs, si oui lesquels, et s'ils étaient eux-mêmes producteurs de regroupements ad hoc. Alors, deux choses par rapport à ça. Un accord assez large sur la pertinence de regroupements alternatifs, notamment au niveau du ménage, qui était une demande qui émergeait quand même très fréquemment, pour arrêter finalement d'utiliser l'individu de référence, souvent l'homme, pour caractériser la position sociale du ménage, donc on en reparlera, mais avec l'enjeu de quelque chose qui soit labellisé par l'INSEE, qui donne une sorte de stabilité et qui soit du coup disponible dans les enquêtes aussi. Cela dit, tout cela était d'autant plus partagé que beaucoup de collègues nous faisaient part de regroupements ad hoc déjà utilisés pour les enquêtes qu'ils menaient. Sur les problèmes d'agrégation identifiés, je n'insiste pas. Il y avait plusieurs points, on va dire, de vigilance sur les agriculteurs, sur les indépendants, sur les cadres dirigeants, sur l'hétérogénéité de certaines professions, ou encore le fait d'améliorer le classement des retraités, ou encore la question de l'accès au niveau intermédiaire, qui est souvent contrarié, parfois coûteux, ou coûteux, notamment dans les données du recensement par iris. Donc, c'était des collègues géographes qui étaient très sensibles à cette question, évidemment. Dernière chose, mais là pour le coup ça va aller extrêmement vite puisque j'en reparle juste après l'intervention d'Olivier. Dernier enjeu, donc la visibilité, l'accessibilité et la diffusion. Donc vers un site dédié pour la PCS, donc là au prix d'une petite imposition problématique lors de nos entretiens, on posait la question de savoir si les personnes seraient intéressées par un éventuel site. Et donc la plupart du temps la réponse était évidemment oui. Et du coup on demandait qu'est-ce qu'on voudrait avoir sur ce site. Donc voilà, j'y reviendrai tout à l'heure. L'enjeu c'était donc de rendre cette nomenclature plus visible que sur le site internet de l'INSEE, pour lequel on a récolté un certain nombre d'avis également. Voilà, j'en dis pas plus, je m'arrête là pour laisser la parole à Olivier qui va vous présenter maintenant le résultat du groupe de travail, donc cette fameuse nouvelle nomenclature PCS 2020. Voilà, je vous remercie.